Mes parents ont abandonné mon frère autiste à l'école parce qu'ils en avaient assez de lui, mais ils ont été arrêtés quand ma mère a lancé un sac à main sur un policier et que mon père a tenté de défendre son honneur. Je garde cela pour moi depuis 2 jours. Je ne sais même pas dans quel subreddit cela devrait aller. J'ai récupéré mon frère autiste après que nos parents l'aient laissé là. Littéralement, ils l'ont laissé assis devant son école jusqu'à presque 9 heures du soir. Il a 12 ans, mais il est autiste non-verbal. Il est resté assis devant cette école pendant des heures, pendant que le soleil se couchait, et que chaque enseignant et élève était déjà chez lui en train de dîner. Et quand ils sont enfin venus le chercher, ce n'était pas parce qu'ils s'étaient souvenus de lui, c'est parce qu'un policier les avait appelés. Je ne sais pas par où commencer, alors je vais commencer là où j'ai appris ce qui s'était passé. Lundi soir, j'étais à la maison en train de regarder la télévision quand j'ai reçu un appel. C'était la police. Un officier de sécurité scolaire qui aidait à surveiller un appel depuis le bureau principal de l'école de mon frère. Apparemment, ils avaient essayé de contacter quelqu'un sur la liste des contacts d'urgence pendant des heures. Aucune réponse de notre mère. Aucune réponse de notre père. Personne de la liste n'a pu venir à temps. Le personnel était déjà resté tard, mais à ce moment-là, il ne restait plus que l'officier et mon frère. Je pouvais entendre mon frère en arrière-plan faire des bruits de détresse, ces bruits de stimulation quand il a peur. Je n'avais pas entendu ce son depuis qu'il était resté coincé dans un ascenseur une fois. Quand je leur ai demandé où ils étaient, je leur ai dit que j'arrivais immédiatement, et j'ai à peine pensé à mettre mes chaussures avant de partir. Je vis à environ 30 minutes de l'école. Il était encore assis sur les marches quand je suis arrivée. J'aurais pu tuer mes parents. J'aurais pu tuer les deux. L'agent m'a dit qu'ils avaient déjà laissé des messages vocaux, documenté la situation, et qu'ils devaient soumettre un rapport au service de protection de l'enfance. Il m'a demandé si je pouvais garder mon frère pour la nuit et j'ai dit oui, sans hésiter. Mon frère a couru vers moi comme s'il avait encore 5 ans. Quand nous sommes arrivés chez moi, je l'ai installé sur le canapé avec sa couverture et YouTube, puis j'ai appelé ma mère. Elle a répondu dès la 2e sonnerie et avait l'air agacée. Je lui ai demandé où elle était passée. Elle m'a répondu d'un ton irrité, « Ton père et moi étions en train de discuter, ça s'est tendu et on a oublié l'heure. » Je lui ai demandé, « Tu as oublié ton fils handicapé ? Tu as oublié qu'il t'attendait ? » Et elle a simplement dit, « Tu ne comprends pas à quel point c'est stressant ici. » C'était tout, c'était son explication. Quand j'ai demandé à parler à mon père, elle a dit qu'il ne voulait pas répondre. Apparemment, il criait, disant qu'on ne pouvait plus continuer comme ça et qu'il n'avait jamais signé pour s'occuper d'un enfant cassé. J'ai raccroché. J'avais envie de dire 1 million de choses, mais j'ai juste raccroché. Le lendemain matin, j'ai gardé mon frère à la maison. Je n'allais pas le renvoyer dans la même routine comme si rien ne s'était passé. Il a à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que j'éteignais la lumière, il gémissait et se balançait. Ma maison est petite, mais je l'ai laissé dormir dans mon lit et je me suis enroulée dans une couverture sur le sol à côté de lui, comme quand nous étions enfants. J'ai commencé à passer des appels. J'ai dit à l'école de ne pas remettre mon frère à nos parents, peu importe les circonstances. Je leur ai donné le numéro du rapport de police. J'ai appelé moi-même les services de protection de l'enfance et tout expliqué, même s'ils avaient déjà la déclaration de l'officier. Je m'en fichais. Je voulais que mon nom soit associé à ça. Je voulais que quelqu'un sache qu'il était en sécurité maintenant. Et puis ils sont arrivés, ce même après-midi, vers 16 heures. J'ai regardé par le Judas, et c'était ma mère et mon père. Ils étaient tous les deux là, et mon frère était sur le canapé en train de manger des biscuits. Je lui ai dit de ne pas bouger, puis j'ai entrouvert la porte d'1 centimètre pour voir ce qu'il voulait. Avant que je puisse dire un mot, ma mère a commencé à parler d'une voix faussement sincère, comme si elle jouait le rôle de la mère inquiète. Elle a dit quelque chose comme « Nous pensions qu'on pourrait le ramener à la maison maintenant, on a eu le temps de se calmer. » Je lui ai dit non, mon frère va rester ici. J'ai dit qu'il l'avait abandonné et que je ne le laisserais pas retourner chez eux. Mon père est intervenu et a commencé à hausser la voix. Il a dit que j'exagérais, que rien ne s'était passé, que tout allait bien maintenant, et qu'il devait apprendre à être un peu plus indépendant. C'est alors que j'ai compris qu'il ne l'avait pas oublié. Il l'avait laissé là exprès. Je leur ai demandé directement, « Vous l'avez laissé là pour prouver quelque chose ?» Ma mère a dit, « Ne déforme pas les choses, on avait besoin d'espace. » De l'espace ? D'un enfant de 12 ans qui ne parle pas et dépend entièrement de vous ? Je leur ai dit de dégager de mon Porsche, et que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police. Et devine quoi ?
Je n'ai même pas eu besoin de le faire parce qu'environ 3 minutes plus tard, le même officier de sécurité scolaire que la veille au soir est arrivé dans mon allée. Apparemment, après mon appel au service ce matin-là, ils avaient noté l'adresse de mes parents pour faire un suivi. Mais l'agent a reconnu mon nom et a pensé qu'il valait mieux venir voir comment on allait d'abord. Puis, quand il a vu mes parents crier à travers la porte, il a demandé ce qui se passait. Et ma mère est devenue folle. Elle a commencé à lui hurler dessus en disant qu'elle était reconnaissante qu'un policier soit là, parce que c'était un enlèvement, que je volais son fils. Elle a essayé de pousser la porte, et l'officier lui a demandé de reculer. Il a dit qu'il était là à cause de ce qui s'était passé la veille au soir, à cause de l'abandon de mon frère, et que c'était une bonne chose qu'il soit bien pris en charge, et pas à nouveau avec les parents qu'il avait laissés là. C'est là qu'elle a compris que ce policier n'était pas de son côté. Elle a alors attrapé son sac à main, ce grand sac en cuir synthétique qu'elle a depuis une dizaine d'années, et l'a lancé sur lui. Elle l'a lancé avec force. Il l'a reçu en pleine poitrine, et la boucle l'a frôlé au visage. Mon père est intervenu en jouant au héros, il a commencé à crier « Ne touchez pas à ma femme », tout en essayant d'attraper le bras de l'officier. Une seconde plus tard, ils étaient tous les deux menottés sur la pelouse devant chez moi. L'officier a appelé du renfort, et je suis restée là à regarder tout ce cirque, avec mon frère accroché à ma taille. Tout le quartier est sorti. J'ai vu notre voisine d'en face avec son téléphone, en train d'enregistrer. L'officier s'est excusé auprès de moi. Il s'est excusé d'avoir arrêté mes parents. Il a dit qu'il détestait devoir faire ça, mais que la situation dégénérait et qu'il devait suivre le protocole. Je lui ai répondu de suivre les règles à la lettre. Ils ont été inculpés pour agression sur un officier et obstruction à une enquête des services de protection de l'enfance. J'ai appelé mon travail et leur ai dit que j'avais besoin d'un congé familial d'urgence. Mon frère n'est pas encore retourné à l'école. J'ai passé mes journées au téléphone avec les services de protection, avec des avocats, avec son travailleur social en éducation spécialisée, en essayant de comprendre la suite. Nous avons mangé des pizzas 3 soirs de suite parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais je vais devoir bientôt trouver des repas plus nutritifs. Je réapprends tout ce que j'avais oublié depuis que j'ai quitté la maison, mais ça va. Il est en sécurité. Il n'a pas eu de crise depuis cette première nuit. Il s'endort à côté de moi sur le canapé chaque soir, et je le porte jusqu'au lit. Je n'ai pas demandé à être sa tutrice, mais je te jure devant Dieu, plus jamais je ne les laisserai l'approcher. S'il faut que j'obtienne la garde, je le ferai. S'il faut que je détruise ma relation avec toute notre famille, je le ferai. Parce que maintenant, j'ai vu. Vraiment vu ce qu'ils sont, et ils méritent tellement mieux qu'eux. Mise à jour 1. Mes parents essaient de récupérer la garde et disent que j'ai manipulé mon frère pour qu'il ait peur d'eux. Ma mère s'est présentée en pleurant à son école avec une Bible, et la sécurité a dû l'escorter dehors. Je n'étais pas préparée aux messages ni aux personnes qui ont dit avoir pleuré en lisant ce que j'ai écrit, ou à celles qui ont aussi un frère ou un proche avec ce handicap ou un autre. Bonjour. Si tu as commenté ou m'as envoyé un message et que je n'ai pas répondu, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas vu, c'est parce que tout est allé à 200 km/h. Mais merci. Alors voilà la mise à jour. Après l'arrestation, les services de protection de l'enfance ont ouvert un dossier officiel et ont assigné un travailleur social. Elle est venue chez moi 3 jours plus tard. Très polie, autour de la trentaine. Elle m'a posé des questions, et je lui ai tout raconté. Je lui ai donné tout ce que j'avais comme preuve que mes parents étaient de mauvais parents. Elle a écouté, pris des notes, et m'a finalement posé la question. Bonjour, êtes-vous prête à devenir sa tutrice légale si le tribunal déclare que vos parents ne sont pas aptes? Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai dit oui, ça m'est venu naturellement. Je n'avais pas de plan. Je n'en ai toujours pas. Mais j'ai regardé vers lui et j'ai pensé, personne d'autre ne viendra pour lui, et je l'ai su. Le lendemain matin, j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en droit familial. Ce même jour, mes parents ont engagé un avocat. Apparemment, une fois qu'ils ont digéré le traumatisme d'avoir été arrêtés sur la pelouse, ils ont compris que je ne plaisantais pas. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient le perdre. Et le perdre signifiait perdre les chèques liés au handicap. Ah oui, j'ai oublié de mentionner ce petit détail. Mon frère reçoit des prestations complètes, sécurité de revenus supplémentaires, Médicare, et une allocation mensuelle pour les services de soutien au développement. Je n'y avais jamais vraiment pensé avant, mais il est logique qu'ils ne veuillent pas perdre tout cela. Attends une minute. Ils se plaignent que mon frère ait trop de travail, puis ils veulent le récupérer?
Il y a 2 jours, mardi matin, mon téléphone a sonné alors que j'étais en réunion avec mon chef. C'était l'école. J'ai répondu immédiatement, et la secrétaire m'a dit d'une voix très calme, mais visiblement bouleversée, que ma mère était arrivée sans prévenir et exigeait de voir mon frère. Elle tenait une Bible, pleurait, le mascara coulant sur son visage, tenant ce foutu livre dans une main et une photo plastifiée de lui enfant dans l'autre. Elle n'arrêtait pas de répéter des phrases comme « Le diable retourne mon bébé contre moi et je vais briser le sort qu'il a sur lui ». La sécurité a dû la faire sortir de la propriété. Mon frère ne l'a même pas vue, grâce à Dieu. L'enseignante avait déjà été informée à l'avance, et ils l'ont emmenée dans une salle calme avec un casque anti-bruit, dès que le bureau les a prévenus de ce qui se passait avec la chasseuse de démons, aussi connue comme ma mère. La directrice m'a appelé personnellement. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu quelque chose de semblable, qu'ils allaient déposer une plainte et que je devrais envisager de faire de même. J'en ai déposé une dans l'après-midi. Mon père ne s'est pas encore montré, mais je sais qu'il n'est pas loin. Son avocat a envoyé une lettre au mien, m'accusant d'aliéner les droits parentaux et d'influencer indûment un mineur ayant des limitations de communication connues. En traduction. Ils pensent que j'ai manipulé mon frère autiste non-verbal pour qu'il ne veuille pas vivre avec eux. Ils ont atteint un degré de folie incroyable. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils parlent davantage. Pas de phrases complètes, mais il utilise des gestes, des sons, il rit plus. Il ne s'est pas fait mal ni ne s'est balancé de peur une seule fois cette semaine. Il dort toute la nuit. Il fait le geste de « en sécurité » quand je lui donne son oreiller. Je crois qu'ils ont sous-estimé à quel point il se souvient. Le fait qu'il ne parle pas ne veut pas dire qu'il ne peut pas communiquer. Et pourtant, je suis débordée. J'ai peur. Je suis tellement fatiguée que mes dents me font mal. Mais c'est juste. C'est un bon combat à mener, et je veux le faire, parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire. Demain, nous avons notre première audience pour la garde, une tutelle temporaire d'urgence. Mon avocat dit que nous avons un dossier solide, mais rien n'est garanti. Mes parents essaient de faire supprimer du dossier ce qu'ils ont fait avec le policier. Ils disent que l'agent les a provoqués, que ma mère souffre d'un trouble nerveux qui l'a poussé à jeter le sac, et que ce n'était pas un accès de colère. Mon père dit qu'il n'a pas touché le policier, qu'il a juste levé les mains dans un plaidoyer passionné. Leur avocat réclame des droits de visite pour préserver le lien parental. Si le juge leur accorde des visites supervisées, je gérerai. Mais s'il suggère ne serait-ce qu'une garde partagée, je ne sais pas ce que je ferai. C'est mon frère. Et je ne vais pas le rendre à des parents qui n'ont même pas les compétences pour s'occuper d'un cactus. Mise à jour 2. Le juge m'a accordé la tutelle d'urgence. Ma mère a crié dans la salle d'audience et m'a traité d'usurpatrice démoniaque. Mon père a essayé de nous suivre jusqu'au parking ensuite, et a dû être maîtrisé physiquement par les agents du tribunal. Je suis en train d'écrire ceci depuis ma voiture, sur le parking du tribunal. Mon frère est assis à l'arrière, mangeant un petit pain et regardant son iPad avec ses écouteurs sur les oreilles, totalement inconscient du fait que toute notre famille vient d'exploser dans une salle d'audience il y a à peine 20 minutes. Non, je ne suis pas encore partie. J'avais juste besoin de m'asseoir ici, de faire sortir tout ça de moi en le couchant sur le papier. Alors, nous avons gagné. Pour l'instant, le juge m'a accordé la tutelle temporaire d'urgence de mon frère. Ce n'est pas encore la garde complète, mais c'est une étape énorme. Et cela signifie que mes parents n'ont actuellement aucune autorité légale sur lui. Aucune visite. Aucun contact. Rien, jusqu'à la prochaine audience d'examen dans 90 jours. Mais pour en arriver là, pour obtenir cette décision, Jésus-Christ, ça a été un calvaire. Laissez-moi commencer par ce matin. Nous sommes arrivés au tribunal vers 8 heures. Mon avocate nous a retrouvés sur le parking et m'a aidé à faire entrer mon frère sans croiser nos parents. Nous nous sommes assis dans une petite salle d'attente, avec des chaises grises et ces vieux murs beiges qui font que tout ressemble à un traumatisme. Mon frère s'accrochait à mon bras. Il n'était pas exactement effrayé, mais clairement tendu. Il n'aime pas les endroits inconnus, et il déteste les lumières fluorescentes et les gens en costume. Puis on nous a appelés. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être à quelque chose de stérile et calme. Mais au moment même où nous sommes entrés et que j'ai vu mes parents à l'autre table, ma mère déjà en train de pleurer dans un mouchoir, j'ai su que ça allait être un cauchemar. Que ce ne serait pas simple. Leur avocat a commencé en disant qu'ils avaient commis une erreur cette nuit-là devant l'école. Qu'il s'agissait d'un bref moment d'égarement, et non d'un schéma constant d'abus.
Que mes parents regrettaient profondément leur explosion, et qu'ils suivaient une thérapie à l'église pour revenir à leurs valeurs familiales. Ensuite, ils m'ont accusé de manipuler mon frère. D'avoir utilisé mon indépendance financière et mon accès émotionnel pour empoisonner la situation contre eux. Ils ont dit que j'avais profité de leur détresse temporaire pour prendre le contrôle et transformer une situation gérable en bataille de garde. J'avais envie de rire ou de répondre, vraiment, j'en avais envie. Mais mon avocate m'a pressé le bras sous la table, comme pour me dire, non, ne leur donne rien. Puis ce fut mon tour de parler, ou d'essayer de le faire. J'ai apporté des photos, des messages, le rapport de police, des copies de l'interdiction d'accès de l'école contre ma mère. J'ai lu une partie de la transcription de l'appel au 911 que l'officier avait passé après qu'elle lui ait lancé son sac. Au fait, il est toujours conservé par la police comme pièce à conviction. Ils ont rendu service à ma mère en lui retirant ce sac qu'elle aurait dû jeter à la poubelle depuis longtemps tellement il est moche. J'ai expliqué au juge sa routine sous ma garde. Ce qu'il mange, les émissions qu'il aime, comment il communique de plus en plus chaque jour. J'ai dit au juge qu'il n'avait pas eu une seule crise depuis qu'il avait quitté leur maison. C'est à ce moment-là que ma mère s'est levée et a commencé à hurler. Exactement ce que j'essayais de ne pas faire. Mais elle ne s'est pas retenue. Son avocat ne l'a pas arrêtée, ou pas suffisamment. Elle s'est littéralement levée au milieu de l'audience, a pointé son doigt vers moi dans la salle et a hurlé. « Tu es une usurpatrice démoniaque. Ce n'est pas son fils, c'est mon fils. Elle me l'a volé. Le diable parle par sa bouche. » Le juge lui a immédiatement demandé de s'asseoir où elle serait placée en détention. Elle a refusé. Mon père a tenté de lui saisir le bras pour la calmer, et elle lui a giflé la main, toujours en train de crier à propos de Dieu, des démons, et de comment je l'ensorcelais avec mon mode de vie impur. Je suis croyante aussi. Alors je ne sais pas pourquoi elle m'accuse de toutes ces choses. La différence, c'est que je n'ai pas de délire. Alors qu'elle, il ne lui manque plus qu'un cheval et une croix de Templier. Les agents de sécurité ont dû l'expulser. Mon père l'a suivi en marmonnant des excuses et des trucs comme « ce n'est que du stress, elle n'est pas comme ça d'habitude ». Oui, bien sûr. Dis ça au policier à qui elle a balancé son sac à main. Une fois qu'ils sont partis, le juge a fait une longue pause. Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Pour le procès-verbal, votre calme est évident et apprécié ». Puis il a signé l'ordonnance de tutelle sur le champ. Non, je n'ai même pas pleuré. Je pensais que je le ferais, mais non. J'ai simplement tenu la main de mon frère et j'ai hoché la tête. Quand nous sommes sortis, je suis arrivée la première dans le hall et j'ai vu un agent de sécurité qui tenait les portes. C'est alors que j'ai vu mon père dehors, regardant à travers les vitres. Dès qu'il nous a vus, il s'est approché de la porte. L'agent lui a dit qu'il devait partir ou il serait escorté hors de la propriété. Mon père a dit, je veux juste lui dire au revoir. Je veux juste lui parler. Il n'a même pas dit son prénom. Il a juste dit lui, comme s'il parlait d'un objet perdu dans un divorce. Quand l'agent a refusé une nouvelle fois, mon père a essayé de pousser la porte. Il a tenté d'entrer de force. Le garde l'a repoussé physiquement. Il est probable que leur avocat fasse appel. Je suis prête à me battre. Peut-être qu'ils joueront plus fort la carte de la santé mentale la prochaine fois. Peut-être qu'ils essaieront de renverser la situation, et de dire que je fais tout cela pour l'argent ou pour une vengeance personnelle. C'est tout. Mise à jour 3. Mes parents ont déposé un appel d'urgence, affirmant que j'ai kidnappé mon frère avec l'aide d'une secte. Mon travail l'a appris, et les ressources humaines m'ont convoqué à une réunion concernant ma visibilité sur les réseaux sociaux. Je crois que ma mère a envoyé un message à mon patron en se faisant passer pour une personne inquiète. Cela fait 6 jours que le tribunal m'a accordé la tutelle temporaire de mon frère. C'est le temps qu'il a fallu à mes parents pour commencer à essayer de détruire toute ma vie. De l'extérieur, je pensais que les choses se calmeraient après l'audience, ou qu'il ne s'agirait que d'un appel, et que les avocats s'occuperaient du reste. Je pensais que la décision du tribunal allait tracer une ligne claire, mais tout ce que ça a fait, c'est jeter de l'essence sur le feu. Parce que, apparemment, maintenant, elle croit que ce n'est pas juste une affaire de garde. Elle croit que je fais partie d'une secte satanique qui vole les enfants et que j'ai subi un lavage de cerveau. Les lesbiennes sorcières. J'aime les hommes, donc je ne comprends pas pourquoi les sorcières devraient être lesbiennes. S'il s'agissait de sorciers, peut-être, mais même là, ce n'est pas mon truc. Les hommes en robe ? Non merci. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Jeudi dernier a été le premier jour où tout m'a semblé vraiment normal.
J'ai préparé des pancakes avec mon frère avant l'école. Il a fait le geste des pancakes avec un petit coup sur la table. Il le faisait quand il avait environ 6 ans et qu'on faisait le petit déjeuner ensemble le dimanche. Il a même essayé d'utiliser son application de communication sur l'iPad sans que je le lui demande. Il a appuyé sur le bouton heureux 3 fois, puis m'a pointé du doigt. J'ai failli pleurer. Et puis lundi, on m'a frappé à la tête avec une brique métaphorique. J'étais en plein service. Je travaille dans le support technique pour une entreprise. Mon travail est principalement à distance, avec quelques réunions clients en présentiel. Quand j'ai reçu un message sur Slack des ressources humaines me demandant de parler dès que possible. J'ai rappelé presque immédiatement, parce que je savais que c'était sérieux. Dès que je me suis connectée, 2 personnes des ressources humaines étaient présentes, ainsi qu'un de nos directeurs régionaux. Ils n'ont pas perdu de temps. L'une d'elles, appelons-la Linda, a dit qu'ils avaient reçu un courriel à mon sujet. Linda a lu certains passages à voix haute, et ma mâchoire est littéralement tombée. Le mail disait que j'avais pris illégalement la garde d'un enfant handicapé. Que je faisais l'objet de poursuites pénales pour interférence avec les droits parentaux. Et que je partageais des détails de l'affaire en ligne pour attirer l'attention. L'expéditeur n'a pas signé de nom, mais a inclus des liens vers mes publications Reddit. Oui, ce post. Toute cette saga. J'ai demandé, vous avez l'adresse email de l'expéditeur ? Et il l'avait. C'était une adresse Gmail avec une suite de chiffres étranges, mais elle contenait une partie de l'ancien nom de la boutique Etsy de ma mère. Je les suis immédiatement. Je leur ai dit clairement, c'est ma mère biologique. Elle me harcèle depuis que j'ai obtenu la tutelle d'urgence de mon frère, après qu'elle et mon père l'ont abandonné à son école pendant plusieurs heures. Ils ont déjà été arrêtés une fois à ce sujet. Le tribunal est au courant. Les services de protection de l'enfance sont impliqués. Je peux vous transmettre les documents officiels. Je leur ai envoyé l'ordonnance du tribunal, le rapport de police et les coordonnées de mon avocat. Il nous a fallu environ 1 heure pour tout clarifier. Mais à la fin, ils se sont excusés et m'ont dit que je gérais cela mieux que la majorité des gens ne le feraient. Mais le fait que ma mère essaie maintenant d'utiliser mon emploi contre moi. Qu'elle ait trouvé ce poste et qu'elle ait pensé « allons lui ruiner sa carrière ». Ce niveau d'obsession vindicative est terrifiant. Et ça empire, parce que le même jour, mon avocat m'a appelé. Ils ont déposé un appel d'urgence. Ils essaient d'annuler l'ordonnance de tutelle pour fraude, instabilité mentale et atteinte à leur réputation. Ils ont à nouveau cité cette publication. Ils ont dit que j'utilisais mon frère comme symbole de pitié pour devenir viral. Ma mère a apparemment même imprimé un des commentaires disant « Ton frère a de la chance de t'avoir » et l'a surligné comme preuve que je me construis une base de fans. Ce serait drôle si je n'avais pas l'impression d'être harcelée par une gourou de secte avec accès à des ressources juridiques. La seule chose qui me rassure, c'est que mon frère va mieux. Hier soir, on a construit une forteresse de couverture dans le salon, et il s'est endormi dessous en regardant Le Monde de Nemo. Je ne sais pas comment va se passer cette prochaine audience d'appel. Mon avocat pense que nous n'avons pas à nous inquiéter, mais mes parents sont implacables. La prochaine mise à jour viendra probablement après l'audience d'appel d'urgence la semaine prochaine. Et s'il se présente avec des croix et de l'eau bénite, je ne serai même plus surprise à ce stade. Mise à jour 4. Nous avons gagné l'appel. Le juge a mis fin de manière permanente aux droits parentaux de mes parents et a qualifié leur comportement de dangereux et délirant. Ma mère s'est effondrée en hurlant dans le couloir du tribunal, et elle a dû être emmenée par les services médicaux d'urgence. Je ne cesse de regarder mon téléphone, comme si j'avais besoin que quelqu'un me confirme que ce qui vient de se passer est réel. Nous avons gagné. Nous avons gagné, gagné. L'appel de mes parents n'a pas seulement été rejeté. Le juge a formellement mis fin à leurs droits parentaux. Ma tutelle n'est plus temporaire. Je suis désormais la tutrice légale permanente de mon frère. Il est en sécurité. Il n'y a plus de menaces de visite supervisée. Plus d'audiences d'urgence. Plus d'avocats rôdant autour de mon salaire comme des vautours, cherchant à prouver que je suis une kidnappeuse de secte de sorcières sur Internet. C'est fini. Mais bien sûr, comme d'habitude, ils n'ont pas pu laisser les choses se terminer paisiblement. Voici donc ce qui s'est passé. L'audience d'appel d'urgence a eu lieu ce matin. On nous avait dit qu'elle serait rapide, principalement procédurale. Mon avocate n'était même pas nerveuse. La cour d'appel avait déjà revu l'affaire initiale de garde, le casier judiciaire, et la montagne de preuves que nous avions fournies. Le fait que mes parents aient même droit à une audience était simplement une formalité pour respecter la procédure.
Personne ne s'attendait à des feux d'artifice. Mais mes parents sont arrivés avec de l'essence et une foutue allumette. Dès que nous sommes entrés, avec mon avocate et mon frère, qui portait ses écouteurs Spider-Man et me tenait la main tout le temps, j'ai senti la tension dans l'air. Ma mère était déjà rouge de colère et chuchotait furieusement à son avocat. Mon père avait l'air de ne pas avoir dormi. Mon instinct me disait que quelque chose allait se passer, mais rien ne m'avait préparé à ce qu'ils ont fait. Leur avocat s'est levé et a dit qu'il voulait présenter une nouvelle preuve, un témoin de moralité. J'ai senti mon sang quitter mon visage. Il s'est tourné vers la porte, a fait un signe, et une femme que je n'avais jamais vue auparavant est entrée. Probablement dans la quarantaine, habillée de manière conservatrice, avec un collier en forme de croix. Toute l'esthétique de la bonne chrétienne soucieuse. Elle s'est présentée comme une amie de la famille de longue date et conseillère spirituelle, venue témoigner que mes parents étaient des personnes aimantes et pieuses à qui leur fils avait été volé dans un moment de faiblesse émotionnelle. J'ai regardé mon avocate, qui a seulement secoué la tête comme pour me dire « laisse-les creuser ». Puis la femme a commencé à parler de comment elle et ma mère avaient prié ensemble pour chasser le démon hors de mon frère. Elle a dit « et je jure devant tous les dieux de cette planète que l'autisme était une épreuve de foi », et que parfois les enfants avaient besoin d'un réajustement spirituel ferme pour retrouver la faveur de Dieu. J'ai regardé le juge, qui avait juste l'air épuisé. Il l'a interrompu au milieu d'une phrase, et lui a demandé directement. « Êtes-vous en train de suggérer que le handicap de l'enfant est quelque chose qu'on peut prier pour le faire disparaître ?» Et elle a répondu sans ciller. « Oui, votre honneur. Je l'ai déjà vu. » C'est à ce moment-là qu'il lui a demandé de quitter la salle. Il l'a rejeté comme témoin, disant que son témoignage n'avait pas sa place dans une cour de justice. Puis il a regardé mes parents et leur a demandé. « C'est ça, l'argument que vous voulez présenter ? Que votre fils est défectueux et qu'il vous a été volé par quelqu'un qui, simplement, lui a offert du soin et une sécurité constante ? » Ils n'ont rien dit. Mon père a baissé les yeux. Ma mère a commencé à pleurer dans sa manche. Et leur avocat avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Le juge s'est penché en avant, a pris une profonde inspiration, et a dit. Le niveau de délire, de négligence et d'abus présenté par les parents biologiques n'est pas seulement préoccupant, il est dangereux. Je ne trouve aucune raison de croire que l'une quelconque de leurs actions est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Par conséquent, je mets fin à tous les droits parentaux avec effet immédiat. La tutelle est accordée à la sœur requérante, avec pleine autorité légale et pouvoir décisionnel. Je n'ai pas respiré jusqu'à ce que je sente la main de mon frère serrer la mienne. Après l'audience, tout est devenu encore plus surréaliste. Nous sommes sortis dans le couloir, et dès que la porte s'est refermée derrière nous, ma mère s'est effondrée par terre, hurlant comme si elle faisait une crise complète. Elle pleurait comme si quelqu'un était mort. Et dans sa tête, peut-être que c'est ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas. Les services médicaux ont été appelés. Ils l'ont sorti du bâtiment sur une civière, toujours en train de hurler. Mon père l'a suivi, mais il n'a adressé un mot ni à nous, ni aux agents, ni à personne. Et ils sont partis comme ça. Je ne sais pas où ils sont, je m'en fiche. J'ai bloqué tous les numéros aujourd'hui. J'ai envoyé un email à tous les contacts familiaux communs, pour leur dire que s'ils essayaient d'intervenir ou de nous reconnecter, je couperais aussi tout contact avec eux. Nous sommes rentrés à la maison il y a quelques heures. J'ai fait des macaronis au fromage et on a construit une autre forteresse de couverture. Mon frère n'arrêtait pas de me regarder pendant qu'on mangeait, comme s'il pensait très fort à quelque chose. Puis il s'est levé, a marché vers moi, m'a touché le bras et a fait le signe de « maman ». Juste ça. Je croyais avoir mal compris au début, oui. Mais il l'a refait. Il s'est touché la poitrine, puis la mienne, et je me suis effondrée. Je l'ai serré dans mes bras, et j'ai pleuré sur son épaule, pendant qu'il me tapotait le dos, comme si c'était moi qui avais besoin de réconfort maintenant. Je ne sais pas si je mériterai un jour ce mot. Je ne sais pas si je fais tout ça bien, ou si je fais des erreurs chaque jour. Mais je sais qu'il est en sécurité. Je sais qu'il est heureux. Je ne sais pas s'il y aura d'autres mises à jour, ou si c'est la dernière. Mais si c'est la dernière, quelle belle fin heureuse ce serait. Mise à jour 5. Mes parents ont été arrêtés lors d'une manifestation où la police est intervenue, et ma mère a crié « porc » à un agent pendant que mon père lui lançait une boîte de peinture. Au moins, cette mise à jour ne porte pas sur mes parents essayant de me reprendre la garde de mon frère, mais elle parle tout de même d'eux, et de leurs altercations avec la police, comme s'ils faisaient partie d'un gang de braqueurs de banque. Cela s'est passé il y a quelques mois, mais j'ai attendu de connaître la condamnation de mes parents pour publier cette mise à jour.
Mes parents, la folle qu'ils avaient amenée à l'audience d'appel, et d'autres membres au délire religieux ont tenté de manifester contre la justice et la police. Mais la police avait reçu l'ordre de ne pas les laisser bloquer la circulation automobile. Donc, quand ils sont arrivés sur l'une des rues les plus fréquentées de la ville, la police les attendait déjà pour les disperser, d'abord pacifiquement, en leur disant qu'ils ne pouvaient pas bloquer la voie. Mais les choses ont rapidement dégénéré. Vous savez comment sont mes parents. Je ne sais pas ce qui a déclenché le chaos, mais je sais que la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes et des matraques pour les disperser. Je sais aussi que ma mère a crié « porc » aux policiers et a tenté d'en frapper un avec une de ses pancartes attachées à une planche en bois. Pendant ce temps, mon père avait une boîte de peinture, qu'il voulait probablement utiliser contre l'hôtel de ville, c'était leur destination, mais il a fini par la lancer, ouverte, sur un policier. Non seulement il l'a frappé avec la boîte, qui contenait encore la moitié de la peinture, mais l'autre moitié a atterri sur l'agent et sur d'autres personnes autour de lui. Ils ont été arrêtés, mais d'abord matraqués, puis inculpés. Ma mère a écopé de 6 mois de prison, en plus d'une amende. Mon père a reçu 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, et une amende également. Je sais aussi que d'autres manifestants ont été condamnés à diverses peines, mais ça ne vaut pas la peine d'en parler ici, et je ne saurais même pas dire qui ils sont. Je ne sais pas non plus ce qu'il est advenu de la folle de l'appel, juste qu'elle était présente. Et petit à petit, mon histoire cesse d'être celle de mes parents contre mon frère et moi. Et devient celle de mes parents contre la police. Je crois que la prochaine publication sera écrite par le commissariat lui-même. Titre: Institution policière bicentenaire cherche solution contre un couple d'irréductibles qui l'attaque en justice chaque semaine. Rien qu'à imaginer ça, ça me fait éclater de rire. Et je serai la première à commenter: tu n'es pas une mauvaise flic. Ce Kevin et cette Karen ont eu le karma qu'ils méritaient. Ce que je donnerais pour voir une publication pareille.